Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez la grande édition sur RTI 2. L'actualité de ce lundi 16 mai 2022 est dominée par la Journée internationale du vivre ensemble, une journée instituée par l'ONU en 2017 avec pour objectif de mettre en exergue les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance et de la solidarité. La France a un nouveau chef de gouvernement, Elisabeth Borne, 61 ans. Elle est la deuxième femme à devenir première ministre de la France après Édith Cresson. Merci de suivre l'information sur RTI 2. Vivre ensemble, une rhétorique d'unité. Si elle est agréable dans sa sémantique, elle l'est moins dans sa notoriété. Une journée peu connue de la population ivoirienne, mais qui requiert tout de même une attention particulière. Justement, les Ivoiriens formulent le vœu de voir ce modèle de vie se réaliser en Côte d'Ivoire avec une implication des guides religieux. Joël Gosset. Je ne sais pas que le vivre ensemble, on le célébrait. En Côte d'Ivoire, non seulement le pays est intéressant, le pays est chic, et puis il faut aussi des personnes solidaires pour se donner des conseils, des bonnes idées, non à la bagarre, non à la querelle. Si la célébration de la Journée internationale du vivre ensemble est encore méconnue du grand public, son importance ne passe pas inaperçue. Le vrai Ivoirien qu'on était avant, dans les années 90, que ce vrai Ivoirien-là revienne. Parce qu'on a eu tellement de blessures aujourd'hui. Et moi, ma prière, c'est que tous les Ivoiriens puissent entendre ce message-là et qu'ils puissent vraiment désarmer leur cœur, qu'ils puissent vraiment décider de vivre ensemble, ensemble main dans la main, qu'on pourra bâtir une Côte d'Ivoire forte, voilà, une Côte d'Ivoire émergente. Tout le monde est intéressé par le vivre ensemble. Pour qu'il y ait l'harmonie dans une famille, il faut le vivre ensemble. Pour qu'il y ait l'harmonie dans un pays, il faut le vivre ensemble. Le religieux doit chercher à valoriser ce concept de vivre ensemble. Hein? Que vous soyez musulman, chrétien ou bien bouddhiste, c'est-à-dire tout le monde doit accepter cela. Et ça doit commencer par les religieux. Le vivre ensemble entre communautés ethniques, nous le retrouvons à Zro, dans ce village situé dans la ville de Guiglo, à 600 km de la ville d'Abidjan. Le vivre ensemble a permis l'intégration des peuples allogènes dans le bureau de la chefferie de ce village, situé à l'ouest du pays. Le vivre ensemble, là, nous, on est nés avec, raison pour laquelle nous avons associé les différentes communautés dans notre village. La population de Zro, nous accueillons les étrangers. On vit en harmonie. La cohésion, normalement, existe chez nous. Raison pour laquelle nos parents étrangers, eux et nous, il n'y a jamais eu conflit. On vit en parfaite harmonie. L'exemple même est donné au niveau de la chefferie de Zro. Toutes les communautés, les chefs communautés sont représentés dans la chefferie de Zro. En Côte d'Ivoire, la célébration de cette journée révèle un enjeu important au vu de la soixantaine d'ethnies que compte le pays. C'est en 2017 que la célébration de la Journée internationale du vivre ensemble a été adoptée par l'ONU. Chaque 16 mai est donc une opportunité pour tout un chacun de montrer son désir de vivre et agir ensemble pour la construction d'un monde meilleur. L'entrepreneuriat et la jeunesse, une union de raison, tout porte à le croire. Les jeunes sont de plus en plus fascinés par le monde de l'entrepreneuriat. Mais pour réussir ce pari, il faut d'abord se former. C'est justement ce qu'ont compris les participants du T-Jaguar, un rendez-vous de formation pour les jeunes entrepreneurs. Les détails avec Clément Bocco. Comment bâtir la vision de son entreprise? Qu'est-ce qu'un leadership réussi? Des questions auxquelles les jeunes entrepreneurs entendent trouver des réponses à travers cette masterclass dénommée le T-Jaguar. Le T-Jaguar, c'est une conférence qui est destinée aux jeunes entrepreneurs et qui a pour objectif de motiver les entrepreneurs. Ces jeunes entrepreneurs qui ont besoin d'espoir, ces jeunes entrepreneurs qui veulent créer de la richesse pour eux-mêmes et pour l'Afrique. Pour ces jeunes, se former est une nécessité avant d'emprunter le chemin de l'entrepreneuriat. Certains entreprennent parce qu'ils ont vu que Alpha ou Beta a entrepris et qu'il a trouvé satisfaction financière. Mais ce n'est pas cela, c'est tout un art, c'est toute une procédure et c'est en cela qu'on salue de telles activités. Avant de t'engager dans l'entrepreneuriat, il faut avoir la formation dans les domaines dans lesquels tu veux exercer. Et de là, après, tu pourras engager maintenant ton initiative et avec ces genres de formation, tu pourras bénéficier des outils nécessaires pour pouvoir en tout cas développer ton entreprise, réaliser ton rêve. 2 heures d'écoute, mais aussi d'échanges pendant lesquels les coachs ont partagé leurs astuces
pour l'atteinte des objectifs. Lorsque nous décidons de nous engager dans l'entrepreneuriat, il faut déjà être marqué par cette confiance pleine en soi, confiance en ses capacités, confiance en ses possibilités, mais en ayant aussi une bonne connaissance de ses limites, de ses faiblesses. Mais en plus de ça, c'est cette capacité à mettre en place une équipe forte autour de soi pour atteindre l'objectif. Ce sont des aspects qui sont négligés, mais ce sont des aspects fondamentaux dans l'atteinte de nos objectifs entrepreneuriaux. C'est l'entrepreneuriat qui booste l'économie d'un pays. Et plus on a d'entrepreneurs sérieux qui veulent se former comme les jeunes maintenant, je pense qu'on aura un tissu économique beaucoup plus stable et beaucoup plus attractif. Bâtir la vision de son entreprise passe par un certain nombre d'appropriations de fondamentaux, entre autres la définition de son ambition, la définition de sa mission, la définition de ses processus métiers, la stratégence qui consiste à définir une stratégie, à la complexifier, à créer sa singularité. Et pour moi, tout promoteur ou tout chef d'entreprise doit pouvoir s'approprier ces éléments dont je viens d'évoquer pour pouvoir atteindre sa cible. Plus de 150 jeunes ont pris part à ce rendez-vous. Un pari réussi pour la 3e édition du T-Jaguar, dont l'enjeu majeur est la mise en place d'un réseau de jeunes entrepreneurs à même de se passer les marchés, partager les expériences et se former. Face à la dégradation des sols, il faut penser agriculture biologique. C'est justement l'équation que veut résoudre Éco-Responsable, une association ivoirienne. En marge de la COP15, elle forme les acteurs du monde paysan sur la pratique de l'agriculture biologique. Plusieurs jeunes de la ville de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, sont également initiés à cette agriculture de performance. Soro Corona. Les effets néfastes du dérèglement climatique se ressentent sur plusieurs secteurs d'activité. L'agriculture reste la plus grande victime. Appauvrissement des sols, rareté des pluies et perturbation des cycles culturels. Pour atténuer ces effets, la pratique de l'agriculture biologique reste une alternative. En marge de la conférence des parties COP en terre ivoirienne, l'association Ivoire Éco-Responsable AIER forme des jeunes à l'agriculture biologique. Alors, en marge de la COP15 qui se tient actuellement à Abidjan, sur la lutte contre la désertification, cette formation initiée par l'AIER dans le cadre du projet Label Ivoire Liane 2 vise à former les agriculteurs sur les techniques de la gestion de la fertilité des sols et également de la gestion des ravageurs biologiquement. L'agriculture biologique se veut une agriculture qui n'utilise ni pesticides, ni engrais chimiques, ni OGM. Elle préconise l'utilisation des ressources naturelles. Ces jeunes sont formés à la fabrication du compost et de biofertilisants. Cette formation est vraiment pratique parce qu'eux-mêmes, ils vont apprendre la production des fertilisants, ils vont également apprendre la production des biopesticides. Nous espérons qu'après cette formation, les agriculteurs puissent répliquer le même système dans leur champ pour ne pas avoir à acheter les intrants qui coûtent de plus en plus cher sur le marché. L'agriculture biologique est une conception globale de la production favorisant la préservation des équilibres naturels du sol et des plantes, le recyclage et la biodiversité. L'agriculture biologique se veut aussi un moyen pour résoudre la question de l'employabilité des jeunes. Un reportage de Soro Corona. La promotion du genre dans le monde estudiantin, une démarche voulue par le ministère en charge de la femme. Sa direction du genre et de l'équité a procédé ce week-end à Abidjan à l'investiture des cellules genre dans 4 associations de l'université Félix Houphouët-Boigny. Plus d'informations avec nos Sangaré. Ces jeunes sont issus des 4 organisations estudiantines de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody où ils auront la charge de promouvoir le genre. L'injustice et la discrimination sont des mots auxquels ils devront s'attaquer pour la réduction des inégalités dans ce temple du savoir. Nous, spécifiquement en sciences, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Les femmes ont généralement peur de pouvoir venir en sciences où les hommes leur disent qu'elles ne sont pas pour. En général, on leur demande d'aller soit en chimie ou bien d'être professeur. Moi, je fais la licence de physique pour montrer qu'étant femme, on peut être physicienne, on peut être astronome, on peut bien faire les choses. Donc la cellule genre n'est pas là pour faire seulement la promotion de la femme, mais de pouvoir nous donner les mêmes chances de réussite dans ces différents domaines. On va faire des formations au niveau de notre bureau pour que nous-mêmes soyons assez armés pour pouvoir aborder ces thématiques-là devant les autres personnes. Parce que si nous ne connaissons pas assez ce concept-là, nous serons incapables de pouvoir mener ici ce projet-là à bien. La directrice du genre et de l'équité, Florence Tano, a invité ces jeunes leaders de demain à adopter l'approche genre dans le respect de l'égalité des chances et d'opportunités. Pour qu'ils comprennent que c'est avec les hommes et les femmes
que notre pays, la Côte d'Ivoire, va connaître son envol. En plus du savoir intellectuel que les étudiants reçoivent dans cet centre du savoir, à direction par le bien du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant dirigé par Mme Nasseneba Touré, nous venons donc leur donner un autre contenu qui porte sur le genre, qui est aussi un construit social, qui est aussi une approche scientifique, un objet de recherche. Le défi à relever pour ces jeunes nouvellement investis reste le bon fonctionnement et la survie de ces cellules pour l'épanouissement de la jeune féminine à l'université Félix Houphouët-Boigny. Offrir un habitat de qualité aux populations ivoiriennes est une volonté manifeste du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Il a entamé une démarche qualitative auprès des opérateurs immobiliers et fournisseurs des nouvelles technologies d'information et de communication. Objectif, ajouter à l'offre existante la connexion Internet haut débit. Plus de détails avec Anicette Conan-Blessing. La modernisation de l'habitat ivoirien, une préoccupation majeure pour le Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Les responsables de cette structure entendent s'appuyer sur l'innovation technologique pour réussir leur ambition, celle d'offrir aux populations des maisons qui respectent toutes les commodités avec un accès facile à Internet de haut débit. Il est quand même désagréable de venir casser les murs, faire sortir des fils par-ci, par-là, mais déjà prise en compte dans la réalisation, c'est quelque chose de... c'est un gain en fait. C'est un avantage pour surtout les promoteurs immobiliers pour satisfaire le client. Si la société A a souvent des problèmes avec Internet, tout ça, je peux prendre la société B, donc je peux avoir 2 installations dans ma maison. Et il vaut mieux aller avec ceux qui le font déjà que de faire installer nous-mêmes pour que les bâtiments puissent bien fonctionner. Dans son approche, le Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire multiplie les échanges avec partenaires et experts du domaine des nouvelles technologies, une démarche bien appréciée par les participants. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de la communication. Et si on ne va pas assez rapidement vers des appartements qui soient connectés via la fibre optique et le très haut débit, nous serons totalement déclassés. C'est un enjeu très important auquel nous apportons une solution, donc d'un accès à Internet à très bon marché. En tant que gérant des biens immobiliers et de syndic de copropriété, la fibre optique sera un plus pour les bâtiments que nous gérons. Lorsque l'immeuble est fibré, les opérateurs peuvent se connecter aisément et ça apporte une plus-value à l'immeuble. En 2017, l'État de Côte d'Ivoire a pris un décret ordonnant l'installation de la fibre optique dans les domiciles en vue de permettre aux entreprises immobilières de prévoir un accès à Internet haut débit aux infrastructures de télécommunications. Une mesure visant à perfectionner l'offre de l'habitat aux locataires. Permettre aux artistes de vivre décemment de leur art, une préoccupation majeure du gouvernement ivoirien. Après le décret instituant les rémunérations pour copie privée, place à sa mise en œuvre. Le Burida a donc organisé une conférence de presse récemment à Abidjan. Objectif, expliquer aux acteurs de la musique le mode opératoire de ce nouveau dispositif. Restons toujours avec Anicette Conan-Blessing. Une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, la rémunération pour la copie privée, voire paiement du droit d'auteur et la reprographie, est à présent une réalité. Fabricants et importateurs de décodeurs et télé avec mémoire intégrée, carte mémoire amovible, cassettes mini-disques, entre autres, doivent s'acquitter de cette redevance à partir du 1er juin 2022. Le Burida commencera la perception des rémunérations, de la redevance liée aux rémunérations pour copie privée et pour reproduction par reprographie. Le 1er juin 2022, à 8 h, nous allons commencer la perception. Un décret pris en Conseil des ministres par le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour le bien-être des artistes de Côte d'Ivoire, le 20 octobre 2021. Tout contrevenant s'expose à des sanctions. D'abord, la première sanction, c'est que si vous ne payez pas, vous ne pouvez pas dédouaner votre marchandise. Ça, c'est la loi et c'est le décret qui le précise. Le dédouanement, la déclaration et le paiement des redevances pour copie privée et reproduction par reprographie sont préalables au dédouanement. L'initiative est fort appréciée par les artistes. Il était temps
parce qu'on a souffert de beaucoup de frustrations et autres. Je voudrais dire un grand merci à Monsieur le Président de la République pour avoir signé ce décret-là, qui nous libère totalement, parce que maintenant on va vivre de notre art. La rémunération pour copie privée est le droit versé à l'auteur, l'artiste interprète, ainsi qu'au producteur au titre de la reproduction destinée à un usage strictement personnel et privé et non destiné à une utilisation collective de leurs œuvres. C'est un outil de lutte contre la précarité des artistes. Elles sont désormais légion au grand désarroi de la gente féminine. Les violences basées sur le genre épinglées dans un ouvrage. Son auteur est à son premier essai. Jean-Christian Nguessan a présenté officiellement son œuvre. C'était ce samedi à Abidjan. Anicette Konan-Blessing. Dénoncer l'état de la société à travers l'écriture, c'est la mission que s'est assignée Jean-Christian Nguessan, directeur des études d'un établissement de la place. Pour la réussir, il a procédé à la publication de son premier livre intitulé Ayenu Kowa, dont la dédicace a eu lieu dans une librairie de la commune de Cocody. Ayenu, qui est mon village maternel, et Kowa, qui est le nom de ma mère. Alors, le c'est un recueil de nouvelles, qui aborde plusieurs thèmes à la fois. Dans ces thèmes qui touchent à la vie de tous les jours, je pense que chacun trouvera son compte. Une œuvre appréciée par les lecteurs. C'est une œuvre qui est quand même agréable à lire. Voilà, et donc les thèmes surtout abordés sont les thèmes d'actualité. Une œuvre qui fait la satire de la société, les questions de violence basées sur le genre. C'est une œuvre qui dénonce le viol, qui dénonce aussi les abus des guides religieux. Et donc c'est une œuvre que j'ai pris plaisir à lire. Jean-Christian Nguessan entend écrire d'autres livres pour dénoncer les conditions de vie des jeunes filles africaines. À l'international à présent, le gouvernement malien se retire de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe anti-djihadiste. Ces décisions pour protester contre le refus qu'il est opposé d'assurer la présidence tournante de cette organisation régionale formée avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. En Guinée-Bissau, le président de la République, Umaro Sissoko Embalo, a annoncé aujourd'hui la dissolution du Parlement. À cela s'ajoute la convocation d'élections parlementaires anticipées d'ici la fin de l'année dans ce pays abonné aux crises politiques. À travers cet acte, le président bissau-guinéen entend redonner la parole au peuple afin qu'il choisisse cette année et librement dans les urnes le Parlement qu'il souhaite avoir. Hassan Sheikh Mohamoud, à nouveau président de la Somalie depuis ce dimanche 15 mai au terme d'un vote marathon. Président entre 2012 et 2017, cet ancien universitaire a vu son premier mandat entaché d'accusations de corruption et de lutte intestine. À noter qu'Hassan Sheikh Mohamoud est le premier chef d'État somalien à être réélu pour un second mandat au cours duquel il promet faire de la Somalie un pays pacifique et en paix avec le monde. La France a un nouveau Premier ministre depuis aujourd'hui. C'est une femme, Elisabeth Borne, 61 ans, chef du gouvernement français. Cette technicienne réputée tenace et loyale au président Emmanuel Macron est la deuxième femme à devenir Première ministre de la France après Édith Cresson au début des années 90 ou François Mitterrand, né le 18 avril 1961 à Paris, diplômée des prestigieuses Écoles nationales des ponts et chaussées et polytechniques, cette haute fonctionnaire se définit elle-même comme une femme de gauche avec la justice sociale et l'égalité des chances au cœur de ses combats. C'est effectif, le port du masque n'est plus obligatoire depuis ce lundi 16 mai dans les aéroports et les avions au sein de l'Union européenne. La nouvelle, qui avait été annoncée la semaine dernière, est entrée en vigueur. Un prochain comité de concertation aura lieu le vendredi prochain. Le gouvernement pourrait décider au cours de ces échanges de faire tomber le masque dans tous les transports en commun. La ville de Buffalo dans un état de choc. Cette situation fait suite au décès tragique de 10 personnes tuées, dont une majorité d'Afro-Américains, lors d'une fusillade à l'intérieur d'un supermarché samedi dernier. Le coupable, un jeune homme de 18 ans équipé d'une arme d'assaut et d'un gilet pare-balles. Les habitants ont rendu un hommage à ces victimes hier dimanche. Ils s'insurgent face à cette atrocité qu'ils qualifient de crime raciste motivé par la haine. Informé, le président américain Joe Biden entend apporter son soutien à cette communauté en s'y rendant demain, mardi.
Une bonne nouvelle au Yémen pour terminer. Un avion de la compagnie Yémenia a décollé aujourd'hui de Sanaa, la capitale du pays. Un premier vol commercial en 6 ans qui s'inscrit dans le cadre d'une trêve dans la guerre qui ravage ce pays depuis 2014. L'avion, qui est arrivé en fin de matinée dans la capitale jordanienne, transportait une centaine de passagers yéménites, pour la plupart malades ou âgés. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur RTI2.